Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau dans ces conférences du Forum Devenir Délégué. On va pouvoir discuter ce soir d'un thème passionnant qui est la prochaine présidence française de l'Union européenne qui arrive très très prochainement, dans un peu plus d'un an, dans un peu moins d'un an en réalité. Et pour en parler, nous avons le très grand plaisir de recevoir Jean-Pierre Jouyet, qui a été non seulement ministre des Affaires européennes, mais également secrétaire général de l'Élysée pendant tout le quinquennat de François Hollande. Monsieur Jouyet, bonsoir, je sais que vous êtes avec nous. Et avant de commencer à vous interroger, Monsieur Jouyet, on a prévu de donner la parole à deux jeunes extrêmement engagés sur ces questions qui vont nous aider à lancer les discussions. J'ai le plaisir de vous présenter Benoît Piveteau, qui a été délégué cette année au Y20 de Riyad, donc au G20 des jeunes qui s'est rassemblé en Arabie Saoudite cette année, et également à Marie Caillot, qui est la présidente des Jeunes Européens. Les Jeunes Européens font partie du Conseil civique de l'Institut Open Diplomacy. Et Marie, c'est à toi que je donne la parole en premier pour lancer les débats que nous allons avoir ce soir. Je t'invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation à introduire un peu le sujet. Je pense que c'est important d'avoir un petit propos introductif, peut-être pour rappeler qu'est-ce que la présidence de l'Union européenne, quels vont être les enjeux un peu spécifiques sur cette présidence en 2022. Et donc, j'ai 3 minutes pour le faire, il me semble, ce qui est un enjeu à part entière, mais je vais essayer d'être brève et pédagogue. Donc, la présidence de l'Union européenne, donc, c'est en fait un moment où un État membre va être en charge de la présidence tournante et il va devoir assumer plusieurs responsabilités. D'abord une responsabilité institutionnelle parce qu'en tant que président, il va devoir assurer et défendre les positions du Conseil vis-à-vis des autres acteurs de l'Union européenne que vous connaissez bien, qui sont la Commission et le Parlement européen. Et puis, il va aussi avoir une responsabilité politique parce qu'il va avoir ses priorités qu'il va essayer de traduire à la suite d'un travail législatif par un aboutissement concret pendant sa présidence. Et donc, la présidence, elle est tournante parce que depuis 2009, on est sur un trinôme, donc c'est-à-dire que la France, on parle de présidence française de l'Union européenne, mais en réalité, elle va travailler aussi avec d'autres pays. Pour la France, c'est ça, la République tchèque et la Suède. Maintenant qu'on a dit ça, déjà, on a dressé un petit peu le cadre. Vous vous doutez bien que la présidence française de l'Union européenne, c'est aussi un moment où la France va essayer de faire aboutir des enjeux qui sont en relation avec ses objectifs politiques. Et c'est d'autant plus important à avoir en tête parce que 2022, ça ne vous a pas échappé. C'est une année très particulière pour la France puisque c'est aussi l'année où se dérouleront les élections présidentielles et les élections législatives. Et donc, forcément, la France ne va pas fermer les yeux face à ces enjeux électoraux et donc va essayer de faire aboutir le plus de choses possible pour pouvoir le défendre, pour que Macron puisse le défendre lors des présidentielles. Donc, on est sur un contexte très particulier. Je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler pendant cette table ronde. Un contexte particulier et une réelle opportunité aussi pour la France d'un point de vue interne à l'Union européenne, moyen de peser, mais aussi en interne au niveau français. Et donc, la France a marché un peu sur cette ligne de crête, continuer à faire de cette présidence française un moment qui est profondément européen, mais en même temps faire venir l'Europe sur le territoire français en intégrant l'ensemble des acteurs de la société civile et politique dans le cadre de cette présidence. Je voulais aussi attirer votre attention parce que je crois que ce sont principalement des jeunes qui nous regardent et c'est important. Attirer votre attention sur le fait que vous aurez aussi une opportunité de vous faire entendre pendant cette présidence française parce que la présidence française, elle ne vient pas seule. Il y a d'autres choses qui vont se passer autour et quand je parle d'autres choses, je parle principalement de 2 choses. La première, c'est la conférence sur l'avenir de l'Union européenne qui va quand même qui devrait être lancée et qui nous intéressera encore en 2022 et pour laquelle j'espère nous aurons l'opportunité de nous faire entendre. Mais il y a aussi un autre moment
phare de la présidence de l'Union européenne, qui est la conférence européenne de la jeunesse. C'est un moment durant lequel des décideurs politiques, des jeunes engagés vont pouvoir échanger autour de questions qui intéressent les politiques jeunesse au niveau de l'Union européenne. Et donc, ce sera ces moments-là, qui viennent au moment de la présidence française également, seront des moments importants et doivent fonctionner ensemble et ne doivent pas être oubliés par la présidence française. Voilà pour essayer d'introduire un petit peu ces enjeux. En 3 minutes, c'était quand même très court. Voilà. Oui, oui. On a heureusement 1 heure pour en parler avec l'un des artisans de l'Union européenne et de la dernière présidence française. Donc, on va pouvoir élaborer sur tes points. Merci beaucoup, Marie. Avant de passer la parole à Monsieur Jouyet, je voudrais appeler Benoît qui a été sélectionné l'année dernière après notre forum pour participer au G20 des jeunes à Riyad. Bonjour à tous et merci Thomas pour cette opportunité de prendre la parole. On sait que la place de la France en Europe et dans le monde, c'est un sujet à la fois ancien mais aussi résolument moderne. La multipolarisation du monde que nous vivons aujourd'hui, elle appelle le développement de l'autonomie stratégique de l'Europe, mais aussi cette multipolarisation, elle ébranle chaque jour les acquis du multilatéralisme passé. Pourtant, cette coopération des peuples, c'est une nécessité aujourd'hui pour lutter contre les défis communs qui nous attendent. On le sait, la lutte contre le changement climatique, contre les inégalités, contre l'exclusion sociale, sur les questions sanitaires et bien d'autres encore, elle nécessite le travail commun des peuples du monde. Alors, à la veille de la présidence française de l'Union européenne, je souhaitais partager avec vous certains enseignements que j'ai pu vivre au Y20 et ce que j'ai pu découvrir de ce qu'est l'exercice multilatéral que nous vivons au quotidien avec nos partenaires européens. D'abord, la diplomatie participative, l'exercice multilatéral, c'est un vrai exercice d'humilité. On arrive à la table des négociations pour discuter de sujets qui vont toucher un nombre très important de personnes sur des échelles de temps et d'espace souvent très longs et avec des répercussions. Aujourd'hui, le G20, c'est 80% de la population mondiale, 85% du PIB du monde. Ça nous impose d'approcher les négociations par l'écoute des revendications, des préoccupations, des valeurs de nos partenaires, pour ne pas être des négociations hors sol. Cet exercice d'humilité, il existe aussi au sein des relations que nous entretenons avec nos partenaires européens. Il est nécessaire d'écouter les spécificités soulevées par nos partenaires européens, de ne pas systématiquement calquer nos aspirations sur les leurs comme une évidence. La convergence de nos valeurs et de nos intérêts, elle permet d'avancer dans la construction européenne et de présenter souvent une position unie à la table des négociations, mais cela ne doit jamais être pris pour acquis. C'est cette approche humble, c'est aujourd'hui un prérequis au multilatéralisme qui ne peut plus être imposé d'en haut. Elle nous permet de mettre sur la table des sujets conflictuels dans une approche la plus apaisée possible. Elle nous a par exemple permis, avec mes camarades délégués au Y20 cette année, organisé par le Royaume d'Arabie Saoudite, d'aborder la question de l'égalité homme-femme face au financement, l'accès au financement et à l'entrepreneuriat, la nécessité de la mise en place d'une protection sociale de tous face aux crises et aux chocs, ou encore les questions de gouvernance des nouvelles technologies au bénéfice de tous. Pour finir, cette écoute, elle nous a permis de faire émerger les grandes aspirations communes de la jeunesse du monde qui est bouleversée par une crise sans précédent. Les solutions divergent autour du monde, mais la prise de conscience des grands défis qui nous attendent, elle est aujourd'hui bien là parmi les jeunes du monde entier. De la lutte contre le Covid, qui doit se faire ensemble, mais aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité, l'exclusion sociale ou les inégalités extrêmes. Cette prise de conscience, elle nous appelle à prendre la parole, trouver le chemin de crête entre la conciliation entre cet exercice d'écoute qui est nécessaire et les attentes fortes que nos générations portent. C'est un exercice complexe, mais nécessaire pour faire émerger un vrai mouvement. Et c'est la première étape pour construire le multilatéralisme au service de tous et de demain. J'espère que vous pourrez mettre ces quelques analyses en pratique lors de vos expériences futures, des séances de négociation que vous vivrez ce week-end, mais aussi de vos projets associatifs autour de vous ou aussi en milieu professionnel. Merci à l'Institut Open Diplomacy de m'avoir donné cette parole. Bonne conférence à tous et bon forum d'avenir délégué. Un grand merci Benoît, Marie pour ces propos qui nous permettent de mettre en perspective tout de suite
la chance que nous avons de recevoir Jean-Pierre Jouyet qui, à l'Élysée comme au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a eu la chance de travailler sur ces sujets-là tout en haut de la hiérarchie, si j'ose dire. Monsieur Jouyet, est-ce que vous êtes bien connecté avec nous? Merci à vous de m'avoir invité. Moi, je fais partie du vieux monde, donc c'est pas la même chose. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je voulais préciser que j'étais le dernier à avoir organisé une présidence française de l'Union européenne, puisque la dernière a eu lieu en 2008. Et que donc, voilà, c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais au gouvernement de François Fillon. Absolument, et c'est dans cet esprit qu'on vous a invité pour tirer toutes les leçons utiles de cette expérience formidable que vous avez pu avoir. On va en parler en s'appuyant sur le cadre que Benoît et Marie nous ont aidés à poser, et je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, qui sont les jeunes qui postulent pour représenter la France au G20 et au G7 des jeunes, le Y20 et le Y7. Je vous invite tous, chers candidats, à poser vos questions au fil de la conversation avec M. Jouyet dans le chat, de sorte que je puisse les prendre en compte et les passer à M. Jouyet au fil de l'eau. Monsieur Jouyet, ma première question, elle était la suivante. On est dans une phase assez exceptionnelle en ce moment pour mille et une raisons. La première, c'est évidemment que la crise sanitaire nous frappe extrêmement fort, mais aussi parce que cette crise sanitaire a donné, si j'ose dire, deux impulsions extrêmement intéressantes à l'échelle de l'Union européenne. La première, c'est la volonté de se réaffirmer sur la scène internationale, y compris dans les objectifs climatiques qui guident extrêmement fort l'ambition européenne sur la scène internationale. Et la deuxième, c'est que ça a permis de déclencher un plan de relance de 750 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne, ce qui, pour beaucoup d'esprits, était absolument inattendu, voire même impensable, levant beaucoup de doutes sur la capacité de l'Europe à se doter de moyens budgétaires extrêmement forts. Et donc, à l'aune de cette espèce de moment, certains ont dit moment hamiltonien, d'autres parlent de moment fédéraliste, peu importe le qualificatif qu'on met derrière tout ça, à l'aune de ce moment historique, avec l'expérience que vous avez eue dans les responsabilités que vous avez rappelées à l'instant, quelles seraient selon vous les priorités les plus importantes que la France pourrait porter en tant que présidente de l'Union européenne, qui, je le rappelle, rôle qui, je le rappelle, aura lieu au premier semestre 2022? Alors, merci beaucoup. Ça va être très différent de ce qui s'est passé en 2008, puisque cela a été rappelé au tout départ par Marie. La présidence française va se dérouler dans des circonstances exceptionnelles lors d'une année 2022 qui sera marquée sur le plan intérieur par les élections présidentielles et par les élections législatives par la suite. Bon. Premier point. Deuxième point qui est également important, c'est que la présidence européenne va avoir lieu après les élections allemandes, c'est-à-dire sans la grande leader que nous avons aujourd'hui en Europe, Angela Merkel. Et avec ses successeurs, et comme vous le savez, en Allemagne, il faut toujours un certain temps pour composer un gouvernement, ce qui fait qu'on préparera la présidence française avec nos amis allemands. En gros, on commencera à en parler au mois de novembre ou au mois de décembre, mais pas avant. Donc, vous voyez qu'il y aura peu de temps pour se mettre d'accord sur les différentes priorités. Troisièmement, je rappelle que c'est une présidence tournante. Cela a été dit. Cela veut dire que sur le plan international, sur d'autres plans, vous avez bien évidemment le président du Conseil qui est permanent, Charles Michel. Vous avez une sorte de ministre des Affaires étrangères qui a son mandat, qui est l'Espagnol Josep Borrell, qui a été anciennement au Parlement européen et président du Parlement européen. Donc, vous avez également la présidence tournante n'a pas le même, la même vocation que ce qu'elle a pu avoir il y a une quinzaine d'années lorsque vous présidiez totalement l'Union européenne. Bon, voilà ce que je voulais souligner.
En ce qui concerne les priorités françaises, elles ont été rappelées. Ça va être toujours, bien évidemment, la relance et les modalités calendrier de remboursement des dettes, la lutte contre le changement climatique et la politique énergétique à la suite du plan très important lancé par Ursula von der Leyen, l'Europe de la santé. On se serait parlé il y a un an, il n'y avait pas d'Europe de la santé, il n'y a toujours pas vraiment d'Europe de la santé, il n'y a pas de structure, ce n'est pas une prérogative européenne, la santé. Et donc, c'est l'Europe de la santé, on l'a créée, j'allais dire, l'année dernière à cause du Covid. Et ce qu'il faudra voir, c'est comment est-ce qu'on développe, et la France va y tenir, une politique industrielle de la santé, implanter les laboratoires pharmaceutiques en Europe, faire une politique de recherche médicale beaucoup plus forte que celle qui existe au niveau européen, et voir comment est-ce qu'on relocalise les technologies qui sont nécessaires à l'amélioration des combats contre le virus ou l'amélioration de la santé. Donc ça, ce serait les priorités françaises. Une des autres priorités, je comprends que les jeunes en aient moins parlé, mais ce sera important, c'est tout ce qui concerne la sécurité, les frontières et bien évidemment pour la France, tout ce qui est la coordination européenne de la lutte contre le terrorisme. Ça, ce sera également important. Il y aura, ça a été abordé par Marc également, parce que je l'ai vécu, moi, dans la préparation du G20 lorsque j'étais ambassadeur auprès de l'OCDE, vous avez tout ce qui est tout ce qui seront les relations commerciales et politiques avec les autres puissances, c'est-à-dire la France et l'Europe dans le nouveau monde, par rapport à la Chine, les États-Unis et la Russie, et à d'autres pays, notamment du Golfe, alors que l'Europe est en retard par rapport à un certain nombre de ces pays, et je parle des États-Unis et de la Chine, et de savoir comment l'Europe va rattraper son retard. Il y a tout ce qui concerne la défense et l'Europe de la défense, après le départ du Royaume-Uni, qui avec la France était la seule puissance, j'allais dire, véritablement militaire, nucléaire et appartenant au Conseil de sécurité de l'Union européenne. Et comme vous l'avez dit, il y a tout ce qui est l'Europe de la jeunesse, avec la relance des programmes universitaires, la libre circulation et le renforcement de tout ce qui est l'éducation en Europe par rapport au monde anglo-saxon. Enfin, il y a, vous l'avez indiqué, tout ce qui est emploi, relocalisation, lutte contre les inégalités, exclusion sociale, mais ça, c'est plus une priorité française. On n'en est pas encore à une Union européenne en ce domaine-là. Enfin, il y aura peut-être le président, pour des raisons là, intérieures, et non pas de politique européenne, parce que ça n'arrivera pas durant la présidence française, mais mettra en avant, bien évidemment, tout ce qui est la nouvelle Europe qu'il a développée lors de son discours à la Sorbonne, et donc tout ce qui est approfondissement, parce que comme vous le savez, il y a encore des négociations qui existent sur l'élargissement de l'Union européenne et auxquelles les Français ne sont pas extrêmement favorables. Voilà ce que je voulais vous indiquer en entrée, en m'excusant d'avoir été trop long. Non, non, vous avez été excellent parce que ça nous permet de cadrer toutes les dimensions du sujet qui nous intéresse. Je m'efforce, si vous le permettez, de faire un tout petit effort de pédagogie pour nos auditeurs qui ne sont pas tous aussi familiers des concepts requis, en distinguant avec beaucoup de clarté ce qu'on appelle le Conseil européen, voilà, le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Union européenne. Il y a beaucoup de pièges dans cette affaire et avant qu'on continue à s'avancer dans le piège, je le retire du débat. Conseil de l'Europe, une institution qui n'est pas une institution communautaire, c'est une institution qui précède la création de l'Union européenne et qui est focalisée principalement sur les droits de l'homme. C'est basé à Strasbourg et c'est rattaché, ça a connecté plutôt avec la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça ne nous concerne absolument pas. Il y a également à distinguer donc Conseil de l'Union européenne et Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement, qu'on imagine dans l'imaginaire collectif comme étant les instances de gestion de crise, qui a désormais effectivement un président permanent que vous avez cité tout à l'heure, Charles Michel,
Et là, ce qui nous intéresse quand on parle de la présidence française de l'Union européenne, c'est la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les ministres qui sont à la fois une partie de l'exécutif européen, mais aussi surtout le co-législateur européen avec le Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils votent sur les directives, les règlements, pour pouvoir faire avancer la législation européenne. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour ça que vous avez mentionné tous ces sujets qui sont des sujets très soft, si j'ose dire, même s'il y a beaucoup de, beaucoup de difficultés à les traiter, le climat, l'énergie, la santé, etc. Là, on ne parle pas des grandes priorités géopolitiques. Donc, merci d'avoir introduit ce cadre-là. Je voulais juste m'assurer que nos 302 auditeurs soient parfaitement à l'aise avec ces distinctions. Et pour poursuivre la conversation, Monsieur Jouyet, je voulais vous intéresser, vous en avez déjà dit un petit mot, la dynamique politique interne à l'Union européenne a beaucoup évolué ces dernières années, avec deux éléments, trois facteurs importants. Le facteur de l'émergence des leaders populistes et des fractures politiques importantes au sein de l'Union européenne, notamment autour de la question de l'état de droit. Un affaiblissement, ou plutôt une évolution de la position de force de l'Allemagne avec Angela Merkel qui va effectivement terminer son mandat de chancelière après une période extrêmement longue au pouvoir avec une influence extrêmement forte sur l'Union européenne. Et troisième élément que vous avez déjà listé, le Brexit, qui a changé la dynamique au Conseil, puisque le Royaume-Uni était un des États les plus influents au Conseil, et maintenant qu'il n'y siège plus, la dynamique politique a changé. Alors, je voulais vous interroger, à partir de ces trois facteurs-là, comment est-ce que vous pensez que ça va influencer la dynamique de la présidence française? Est-ce que ça facilite? Et si ça facilite, est-ce que jusqu'à quel point ça va permettre à Emmanuel Macron et son gouvernement de faire valoir cet agenda? Ou est-ce que c'est peut-être un piège de penser que justement ça nous donne de l'aisance, alors qu'au contraire, il y a encore beaucoup de monde à convaincre sur la vision de cette nouvelle Europe, du discours de la Sorbonne que vous avez rementionné également? Bon, premier point, il y a encore beaucoup de monde à convaincre sur les priorités du discours de la Sorbonne et sur la nouvelle Europe. Moi, je suis, comme le président de la République, un partisan de l'Europe renouvelée, mais je pense que ce sera dans le discours, mais pour des raisons internes. Mais je ne m'attends pas en termes de renouvellement de procédures ou de composition de l'Europe ou du cœur de l'Europe ou de la zone euro à des modifications au cours de cette présidence française. Mais on en parlera. Deuxièmement, je crois que le Brexit facilite le fonctionnement de l'Union européenne parce que nos amis britanniques demandaient des dérogations sur tout et on ne peut pas dire qu'il facilitait le fonctionnement de l'Union. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Brexit facilite le fonctionnement de l'Union parce que ça évite que les Britanniques cherchent des alliances avec notamment les pays d'Europe orientale ou d'autres contre un certain nombre de projets franco-allemands. Troisièmement, ça renforce effectivement tout ce qui est projet franco-allemand, je vous parle là du cœur de l'Europe, ça renforce les projets à l'intérieur de la zone euro, que ce soit avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux, et voilà, sont les principaux pays qui vont être concernés par cette alliance. Le problème, c'est le départ d'Angela Merkel, parce que, comme dans toute élection, le successeur cherche toujours à trouver sa voie par rapport au prédécesseur, donc ne voudra pas imiter Angela Merkel. Donc là, moi, mon pressentiment, c'est que le départ d'Angela Merkel, en revanche, est une difficulté à surmonter. La dernière difficulté, elle est d'ordre française, c'est-à-dire que vous aurez, à mon avis, 3 mois de présidence effective de l'Union européenne et 3 mois qui seront marqués par la campagne présidentielle. Et il aurait pu y avoir une autre solution qui n'a pas été adoptée par les autorités françaises, qui était de faire en sorte que l'on demande un changement de tour, c'est-à-dire que l'on dise qu'on souhaitait que ce soit avant, après. Enfin là, c'est pas la meilleure période parce que la politique intérieure va influencer beaucoup tout cela. Merci beaucoup, Monsieur Jouyet. On va tout de suite prendre
ce sujet-là à l'ordre du jour et je remercie tous nos auditeurs qui posent des questions passionnantes sur le chat. Je les prends en note. J'ai déjà retracé celle de Jean et de Charlène sur les dynamiques politiques avec les élections allemandes et le Brexit. Il y a évidemment beaucoup d'intérêt sur ce contexte politique national que vous venez de rappeler, avec une question qui se pose, c'est comment s'assurer que, d'une certaine manière, les deux moments extrêmement forts qui vont se passer au premier semestre 2022, c'est-à-dire à la fois la présidence française de l'Union européenne et la séquence quinquennale qui se réitère tous les 5 ans, ne s'entrechoquent pas. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, si vous étiez aujourd'hui, et c'est sans doute d'une certaine manière le cas, appelé pour prodiguer quelques conseils à l'Élysée sur ce sujet, comment faire en sorte d'articuler cet exercice diplomatique avec l'exercice démocratique et éviter que l'un ne subtilise l'autre, ne dévitalise l'autre? Non, je crois qu'on peut le faire en rappelant les priorités que j'avais. Là, je vous ai rappelé les priorités françaises, mais quand vous présidez l'Union européenne, vous devez également faire le tour de l'Europe pour voir quels sont aussi les sujets que vos autres partenaires veulent discuter dans le cadre de cette présidence. Donc, vous n'avez pas qu'un seul programme français. Il faut également prendre en compte les demandes des uns et des autres, voir où les initiatives de la Commission européenne en seront à ce moment-là. Et troisièmement, je pense, et je veux saluer ici devant vous tous et toutes le travail de la Commission européenne et le travail de Madame von der Leyen. Je pense qu'on a là une des commissions les plus fortes que j'ai vues au cours de ces 20 dernières années. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Madame von der Leyen a incarné véritablement, et la première véritablement à incarner l'Union européenne aussi près des citoyens. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour le président, c'est un avantage aussi, même, j'allais dire, dans les 3 mois qui suivent, qui vont être consacrés à la présidentielle, parce que ça va renforcer son rôle international et européen. Et donc, il va utiliser la présidence française de l'Union européenne, en tout cas, ce sera mon conseil, pour renforcer sa dimension internationale et faire en sorte que l'Europe, sur les sujets multilatéraux, comme ça a été rappelé tout à l'heure, soit le plus présent possible. Et là, ça lui donnera un avantage assez important par rapport à ses concurrents sur ces dossiers qui seront également évoqués lors de la campagne présidentielle. Bien sûr. On va zoomer ensemble sur ces enjeux géopolitiques, mais avant d'en arriver là, toujours sur cette logique articulation des priorités diplomatiques et articulation des enjeux démocratiques, on ne peut pas présider l'Union européenne sereinement en pleine campagne présidentielle sans avoir des résultats. Et en l'occurrence, il y a pas mal de questions qui viennent des jeunes qui sont là avec nous et qui s'interrogent dans le chat. Je pense à Alexia, je pense à Chloé, sur les résultats dans le domaine environnemental. Vous avez évoqué tout à l'heure le programme ambitieux de relance verte que Ursula von der Leyen porte, qui s'appuie aussi sur le Green Deal qui avait été mis en place par la Commission Juncker. Comment est-ce que vous deviez faire un bilan un peu des résultats dans le champ environnemental de l'Union européenne? Comment est-ce que vous évalueriez les choses et est-ce que vous pensez que c'est une posture favorable pour Emmanuel Macron qui va devoir être comptable de ce bilan en période présidentielle? Oui, enfin, il ne sera pas comptable d'un bilan puisque c'est une présidence tournante. En revanche, il sera comptable des priorités et de l'avancement du programme européen qui, je crois, progresse bien parce que là-dessus, il y a un consensus, à l'exception des pays d'Europe centrale et orientale. C'est là où je dis qu'il y a quand même une certaine division. Mais pour le reste, il se trouve que l'enjeu climatique et la montée des forces politiques écologiques dans l'ensemble des pays, et surtout la France et l'Allemagne actuellement, mais les autres aussi, vont faire en sorte que
chacun devra véritablement se montrer extrêmement actif en ce domaine-là, ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Vous voyez monter, je prends simplement l'actualité là, de ce jour au niveau européen, eh bien, vous avez des discussions aujourd'hui sur tout ce qui est la place du nucléaire et comment est-ce qu'on doit traiter le nucléaire. C'est pour ça que j'ai parlé politique énergétique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, même s'il y a là, il y a une divergence effectivement entre la France et l'Allemagne qui est assez claire, mais enfin, voilà, je pense qu'on consolidera quand même le nucléaire. Bien sûr, alors vous avez abordé là les sujets les plus épineux entre la France et l'Allemagne sur les questions énergétiques, c'est sûr. Il y a un autre sujet absolument épineux, on l'a vu dans des polémiques récentes, des passes d'armes entre les propos du président de la République, les propos de la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer. C'est le sujet de la relation transatlantique à l'heure où précisément la Maison-Blanche a un nouvel occupant, sans doute plus proche de l'Union européenne que son prédécesseur, mais qui n'hésite pas à réaffirmer le leadership américain comme un leadership à l'ancienne, c'est-à-dire un leadership où l'Union européenne est suiveur de la puissance américaine et pas à ses côtés. Ce qui a fait qui nous a beaucoup interrogés. Et j'ai eu des questions assez intéressantes de la part de Diane, de Colline, de Rosan, de Lucie et de Hugues aussi, en particulier sur ce point de la relation transatlantique. Comment est-ce que vous... On s'éloigne un petit peu là, de la présidence de l'Union européenne en tant que telle, hein, puisque c'est un travail législatif, pas un travail de politique extérieure, mais comment est-ce que vous voyez la dynamique Biden influencer les dynamiques internes à l'Union européenne? On dit souvent que, et je voulais mettre ça en débat, que ça nous rassure au point où ça nous rendort un petit peu, et l'ambition européenne qui s'était réveillée risque d'être un peu mise sur le côté. Non, je ne le crois pas parce que, quel que soit, et c'est une très bonne chose que Biden ait été élu à la place de l'autre qui a complètement déréglé tout ce qui était la stabilité mondiale, mais je crois que ça restera d'abord les États-Unis sa priorité et que même s'ils re-rentrent dans le multilatéralisme, et c'est très bien sur le climat, en revanche, je crois qu'on retrouvera avec l'Allemagne et les États-Unis là un chemin véritablement le même. En ce qui concerne la défense, je crois que la France défendra toujours l'idée d'avoir une certaine défense européenne. On a un avion de combat franco-allemand, il y a des choses et tout. Le problème, c'est que les États-Unis disent qu'ils vont influencer, mais je ne pense pas que Biden soit plus présent à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, ou en Afrique, que ne l'était Trump. Et que je pense que là, depuis Obama, on vit une séquence américaine de retrait sur les champs extérieurs qui sont proches de l'Europe, la Méditerranée, et qui favorisent, comme vous le savez, et des migrations et des problèmes de sécurité. Absolument. Il y a pas mal de questions qui viennent sur ce point-là, sur la politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil de l'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'instance de codécision législative. Donc, on a d'une certaine manière l'Assemblée parlementaire au Parlement européen et le Sénat, la Chambre haute, au Conseil qui ratifie les décisions. Mais c'est aussi l'instance de prise de décision pour la politique étrangère et de sécurité commune. Et on le voit sur les principales crises de relations extérieures que nous avons vécues ces dernières années, et notamment ces derniers mois vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de ses ambitions méditerranéennes notamment, et au Proche-Orient. Il y a quand même des lignes de division qui sont assez claires au Conseil. Est-ce que vous pensez que cette présidence française de l'Union européenne est de nature à faire prévaloir la vision française de la politique étrangère et de sécurité commune, c'est-à-dire une vision un peu plus ambitieuse, où le ton peut monter un peu plus chaleureusement, disons ça comme ça, comme le président de la République a eu l'occasion de le faire vis-à-vis d'Erdogan au moment de ses tentatives en mer autour de Chypre? Ah ben là, c'est clair que le président de la République est là aussi pour des raisons intérieures, va se montrer extrêmement clair vis-à-vis des risques ou des menaces turques qui existeront. C'est justement pour ça qu'il faudra qu'il y ait un dialogue avec nos amis allemands,
parce que, comme vous le savez, la prégnance turque en Allemagne est beaucoup plus forte qu'elle ne peut l'être chez nous. Mais là-dessus, je pense que le président sera clair et qu'on trouvera quand même que l'Europe ne baissera pas les bras. Ça, j'en suis absolument convaincu, parce que sur le plan de la sécurité et tout, là, vous avez parlé des populismes. Il est certain que si l'Europe baisse les bras, alors là, je peux vous dire que les populismes dans les différents pays européens vont encore monter. Donc, je crois que ça va être, tout le monde va bien comprendre cela. Mais du coup, Monsieur Jouyet, ça me permet de faire le lien avec une question qui nous a été posée là, précisément sur ces sujets du populisme, et je me permets de la reformuler un petit peu. C'était une question de Jean-Baptiste. On dit souvent que, enfin, les populistes dont on parle, ce sont des leaders politiques plus autoritaires qui mettent à mal l'état de droit, notamment en Europe de l'Est. Au moment de ce plan de relance qu'on vient de mettre à flot, si j'ose dire, on a eu tout un débat sur la conditionnalité des aides et des moyens préparés par l'Union européenne au respect de ses valeurs fondamentales, de ses valeurs de l'article 2 du traité de l'Union européenne. Il semblerait qu'on ait trouvé un outil juridique législatif pour pouvoir justement créer ces conditions. Mais quand on écoute en interne le discours Orban, le discours Kaczynski, c'est un discours de victoire, disant cet outil, ce mécanisme de contrôle mis en place par le Parlement européen et le Conseil, c'est un outil bidon, si bien qu'ils ont pu protéger leur système plus autoritaire. Donc, si la France était amenée, plutôt quand la France sera amenée à présider le Conseil, est-ce que vous pensez qu'elle sera dans une posture favorable pour pouvoir justement continuer de renforcer ses moyens de contrôle, ou est-ce que vous pensez qu'elle ne s'aventurera pas sur ce terrain qui fragilise encore plus Si. La France se montrera véritablement défenseur des droits de l'homme et des contrôles, et aidera la Commission à renforcer les contrôles, et aidera Joseph Borrell également et Charles Michel à renforcer les contrôles par rapport au respect des droits de l'homme. Ça, j'en suis convaincu. Mais alors, du coup, pardon, merci pour cette réponse de principe qui est absolument claire. On dit souvent que ce sujet-là, c'est pas tant un sujet de principe qu'un sujet de moyens, vu les équilibres de pouvoir, y compris les modes de décision institutionnels que vous connaissez parfaitement de l'Union européenne. Sous quelle forme est-ce que ce renforcement des contrôles peut avoir lieu au moment de la PFUE? Eh bien, justement, ça peut avoir lieu à un moment dans le cadre du Conseil européen sur des propositions de la Commission. Et évidemment, il faut une unanimité et tout. Mais enfin, après, là, pour connaître la mécanique interne de l'Union européenne, entre le contrôle, il peut jouer sur la lenteur ou l'accélération des crédits de relance et des crédits qui seront affectés à ces différents pays. Donc, ok, je vois. On a un levier de vitesse, si je dis. Oui, ah ben évidemment, ça ne se dit pas uniquement, mais bien sûr qu'on a un levier sur la manière dont vous distribuez l'argent. Merci beaucoup. Alors, on a vraiment, ce sujet passionne nos auditeurs, et donc je suis tout le temps les yeux rivés sur le chat pour pouvoir synthétiser les questions qui viennent nombreuses et vous les adresser une par une. Je voudrais qu'on parle un peu de politique intérieure, si j'ose dire, par rapport au contexte que cette présidence va occasionner. Vous-même, vous avez été ministre des Affaires européennes pendant la présidence française européenne de l'Union européenne, pardon, de 2008, la toute dernière, si j'ose dire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors, ce n'était pas un contexte électoral comme celui qui arrive, donc il faut bien faire la distinction. Mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer, si j'ose dire, c'est quoi le quotidien d'un ministre des Affaires européennes dans cette position, et comment est-ce que vous imaginez que ce sera le quotidien de Clément Beaune dans le contexte de 2022 à l'aune de cette expérience? Bien, pour être clair avec vous, Clément Beaune n'aura pas de quotidien. C'est-à-dire qu'il sera tout le temps, justement, à conseiller le président sur les équilibres et les tenants et les aboutissants de ses priorités,
et au niveau européen et au niveau de politique intérieure, ce que moi j'avais moins à faire compte tenu qu'il n'y avait pas d'enjeu présidentiel, mais il y a toujours des enjeux de politique intérieure. Avec Nicolas Sarkozy, on a quand même géré tout ce qui était le plan de crise financière en 2008 et tout. Et là, Sarkozy s'est montré comme leader et s'est montré comme quelqu'un qui voulait décider, qui convoquait les Européens à Paris pour pouvoir décider sur cette crise monétaire et financière. Et de même, je me souviens du dernier Conseil européen, il a été véritablement, à la demande française, aussi consacré à l'écologie, déjà à l'époque, et Nicolas Sarkozy était avec Jean-Louis Borloo. Mais donc, ce qui est important, c'est que le rôle là, de Clément Beaune va être autant de politique intérieure que de politique européenne, et de trouver avec le président, et comme il a toute la confiance du président, de trouver le meilleur équilibre possible entre les deux. Alors, on va essayer d'aider nos camarades de jeu qui s'intéressent à la vie diplomatique à comprendre comment ça fonctionne, une présidence française de l'Union européenne. Je veux dire de façon un peu didactique, pédagogique, est-ce que vous pourriez nous décrire comment l'appareil d'État fonctionne pour faire vivre une présidence française? Parce qu'on a bien compris que c'est un exercice interministériel extrêmement complexe, puisque toutes les politiques publiques sont concernées. Et vous avez été non seulement ministre des Affaires européennes, mais vous avez été aussi secrétaire général de l'Élysée, de la présidence de la République. Donc ce travail interministériel, vous l'avez vécu, fait tourner pendant très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous aider à visualiser comment ça fonctionne, comment les décisions sont prises, en essayant de mettre ça dans le contexte de 2022? Ben, je mets ça dans le contexte de 2022. Ce que j'ai conseillé à Clément Beaune, c'est déjà de faire un tour d'Europe bien avant la présidence française, c'est-à-dire qu'il faut qu'il commence, j'allais dire, à partir de Pâques, là, ou quand on sortira de ce confinement, que Clément commence le tour de toutes les capitales européennes et qu'il fasse, et c'est déjà fait, qu'il y ait un ambassadeur coordonnateur de l'action des différents ministères et qui s'appuie pleinement là-dessus sur le SGAE. Et ça, il faut qu'il le fasse très très vite pour définir les priorités, plus vite que je n'ai eu à le faire en 2008 compte tenu du calendrier présidentiel. Donc, il faut à la fois voir toutes les instances européennes, voir les différents correspondants européens et avoir une coordination des services ministériels qui est assurée par 3 personnes. Sur le plan logistique, un ambassadeur coordonnateur. Deuxièmement, sur le plan, je veux dire, du contenu, que ce soit fait par les services qui sont les services européens, le SGAE, la Direction des Affaires européennes et la représentation permanente à Bruxelles, qui a un rôle extrêmement important dans tout ce qui est la préparation de la présidence. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jouyet. Je pense que ça aide nos auditeurs à se repérer, peut-être pour déployer l'acronyme SGAE, que tout le monde soit bien au clair. Ah oui, oui, c'est le secrétaire général des Affaires européennes, ça dépend du Premier ministre, mais là, ça va se jouer davantage entre le ministre des Affaires européennes et la présidence de la République et le président de la République à travers le SGAE. Et là, à mon avis, ce sera moins au Premier ministre de coordonner qu'au ministre des Affaires européennes que de bien coordonner tout ça. Mais vous avez des grandes féodalités dans l'administration française, dont celle que je connais le mieux. Et par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est relance économique, dette et avenir économique, il est certain que là-dessus, Bruno Le Maire, ce sera un contact direct entre Bruno Le Maire, Clément Beaune et le président de la République. Absolument. Alors, je voulais vous interroger un peu sur cette sociologie du pouvoir, si vous me permettez, parce que évidemment, on comprend que c'est un sujet extrêmement complexe et on voudrait savoir comment ça fonctionne. Et notamment, j'ai une question qui a été posée par Clément, qui était très curieux de comprendre comment est-ce que le Parlement français, j'entends, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat,
participe, voire contrôle la préparation de la présidence française de l'Union européenne. On sait, et on le dit tout le temps, qu'en France, avec un État, avec une république présidentielle aussi centralisée, la diplomatie, la politique étrangère est assez peu débattue au Parlement. Mais là, on n'est pas sur un enjeu de politique étrangère au sens parfaitement strict, on est vraiment sur un sujet très interministériel qui concerne énormément l'action publique dans toutes ses composantes. Comment est-ce que vous, en 2008, vous avez été amené à préparer avec la majorité, l'opposition, à l'Assemblée et au Sénat, cette présidence de l'Union européenne? Bien, vous avez une délégation de l'Union européenne au Parlement. Vous la faites à l'époque, on le faisait plus avec l'Assemblée qu'au Sénat, et vous avez des auditions du ministre sur l'avancement du programme et sur l'avancement des contacts qui s'est fait. Vous devez les informer régulièrement. Cela a augmenté encore plus depuis 2017 et encore plus depuis 2020 avec le virus, c'est-à-dire que je n'exclus pas qu'il y ait véritablement des commissions ad hoc et que l'on demande beaucoup plus au gouvernement de rendre compte au Parlement que cela a été le cas en 2008. Vous imaginez, on a aujourd'hui effectivement une commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous imaginez une commission spéciale dédiée à la présidence française? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Vous pourrez l'avoir et qui posera des questions et qui demandera pourquoi telle priorité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris en compte ce que voulait le Parlement et tout, ce qui n'existait pas en 2008. Mais compte tenu du renforcement des pouvoirs des différentes commissions, notamment à la suite de la crise économique et de la crise sanitaire, là, c'est pas impossible. Très intéressant. Là, effectivement, on est sur une tectonique des plaques absolument différente de 2008, même si en 2008, à nouveau, vous l'avez dit tout à l'heure, on était en pleine crise des subprimes avec ses conséquences sociales extrêmement fortes. Il y a encore énormément de questions, donc je suis obligé de faire le tri, malheureusement. Et on terminera puisqu'on s'appelle Open Diplomacy, et ce n'est pas pour rien, par s'interroger sur la relation avec les citoyens. Et Marie l'a dit en introduction, il y a aussi l'enjeu de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Avant d'en arriver là, Monsieur Jouyet, j'ai deux questions qui touchent un peu à des mythes politiques, des mythes qui ont même été au cœur de séries politiques sur Canal+, avec Baron Noir par exemple. Un mythe, c'est le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et une question a été posée, je m'excuse de ne pas avoir noté le nom de la personne qui l'a posée, de savoir si ça vous paraissait réaliste que la France, pour une raison ou pour une autre, décide de partager son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une certaine manière de le faire changer et de le mettre à l'échelle de l'Union européenne. Non. Ça ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas de refondation de l'Europe et tant que vous n'aurez pas une intégration européenne beaucoup plus forte. Et quand vous dites ça, vous pensez quels sont selon vous les traits principaux de cette intégration? Sur quel plan ça se joue? L'intégration, elle se joue entre les pays que je vous ai cités tout à l'heure et notamment avec l'Allemagne. Voilà, c'est de savoir s'il y a vraiment une intégration qui se fera de beaucoup plus forte. Mais en tout cas, la France ne laissera pas l'Union européenne au Conseil de sécurité dans une Europe à 27 ou à 30. Hein. Ça, je peux vous le dire. En tout cas, je ne conseillerais pas et je ne le conseillerais pas. C'est très clair. Le message est bien reçu aux curieux qui s'interrogeaient sur cet aspect. Il y avait un deuxième élément plus économique, si j'ose dire. On entend beaucoup monter dans le débat public depuis Noël l'idée selon laquelle la crise du coronavirus a généré un endettement naturellement assez fort et que cet endettement, il est, si j'ose dire, pris en charge par les banques centrales principalement, par leur politique monétaire qui refinance allègrement les acteurs financiers. Et la question que Guillaume se pose, c'est est-ce que sous présidence française, une annulation des dettes publiques des États européens qui seraient au bilan de la Banque centrale européenne est de l'ordre du possible, et si oui, sous quelle forme?
Là, je le doute parce que vous pourrez avoir ces demandes-là, notamment de la part de certains parlementaires, dans le cadre de commissions parlementaires. Enfin, il n'y aura jamais de consensus sur l'annulation de la dette. Et deuxièmement, il est clair que s'il y avait cette proposition française sur les marchés, pour les investisseurs internationaux et ceux qui financent la dette française, là, il y aurait quand même une question assez forte. Je reviens à ce que vous disiez d'autres pays, et notamment les États-Unis. Ce qu'il faut voir, c'est au niveau multilatéral ce qui sera décidé sur la dette des uns et des autres, tout ce qu'on fait de la dette au niveau multilatéral. Mais là, ça dépasse l'Union européenne. Absolument. Alors, merci d'avoir introduit ce dernier élément avant que j'en vienne aux enjeux d'inclusion des citoyens dans la préparation de la PFUE. On l'entend depuis le début du quinquennat, évidemment, une attention très, très, très particulière portée à la fiscalité du numérique. Et vous l'avez dit, Oui. La co-législation par le Conseil que la France va présider peut aussi porter sur ces sujets-là. Et je voulais vous poser la question, pas seulement en tant qu'ancien ministre des Affaires européennes, pas seulement en tant qu'ancien secrétaire général de l'Élysée, mais aussi en tant qu'ancien ambassadeur de France près de l'OCDE, qui travaille beaucoup sur ces enjeux de fiscalité internationale. Où est-ce qu'on en est, selon vous, sur ce sujet, la taxation des acteurs du numérique, des géants du numérique, et comment est-ce qu'on peut progresser grâce à la présidence française de l'Union européenne? Eh bien, il faut attendre d'abord de savoir ce qui va se passer à l'OCDE et il faut attendre la nomination du nouveau ou de la nouvelle secrétaire générale de l'OCDE. Il faut donc attendre le mois de juin prochain. Mais à l'heure actuelle, les travaux sont beaucoup plus avancés au niveau de l'OCDE. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites. Et à mon avis, on y verra plus clair au moment du G7 et à la fin de la présidence italienne du G7 sur ces enjeux de la fiscalité numérique. Et c'est l'OCDE qui guidera les orientations qu'on prendra pendant la présidence française au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, ça m'amène, vous avez parlé justement de la présidence italienne du G20, la présidence britannique du G7. On est précisément dans le cadre de ce forum pour recruter les jeunes qui vont avoir la chance de participer au Y20 et au Y7, c'est-à-dire au groupe de dialogue entre les leaders du G20 et du G7 et les jeunes. Et donc, on est là vraiment sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon maison, sur la diplomatie participative, sur comment est-ce qu'on fait une place aux citoyens dans l'élaboration des politiques publiques de dimension internationale. J'ai eu des questions très intéressantes de Johan, de Clara, de Marion, que je remercie, sur précisément ce sujet dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, intelligemment mobiliser les citoyens, non seulement pour préparer, mais aussi pour faire réussir la présidence française de l'Union européenne, et ça bouclera la boucle avec la présentation initiale de Marie, qui rappelait l'enjeu de cette conférence sur l'avenir de l'Union européenne qui se prépare pour réfléchir à l'évolution des institutions de l'Union. Moi, je crois que, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, compte tenu de l'attachement qu'attache le président de la République à la démocratie participative, je crois que la préparation de la présidence française fera l'objet d'une consultation citoyenne large et qu'on aura une participation importante de la société civile et que vous aurez des conférences, comme il y en a eu d'autres sur l'écologie ou autres conférences citoyennes, qui seront consacrées à la préparation de la présidence française et à voir véritablement ce qu'en attendent les jeunes et moins jeunes d'ailleurs au niveau de leur citoyenneté. Et donc ça, je suis certain que ce sera un élément extrêmement nouveau au niveau de la préparation de la présidence française et au moment, comme je l'ai dit, comme ça va être lié aux élections présidentielles et tout, je pense que, enfin moi, c'est ce que je conseillerais au président et à Emmanuel Beaune, c'est de s'entourer lors de la présidence française de l'Union européenne, justement, d'une commission
jeunes, interrogés par les différents défis que vous avez relevés, notamment le défi climatique, de façon à ce que les dossiers soient aussi suivis par ces jeunes pendant la présidence de l'Union européenne. Et ce serait important également sur le plan intérieur pour le président de la République. Absolument. Alors, Monsieur Jouyet, ça me permet d'introduire l'ultime question et après, on s'arrêtera pour être parfaitement à l'heure. On a dans le public, là, 300 jeunes qui se sont mobilisés pour obtenir leur chance de représenter la France au G20 et au G7 des jeunes, qui ont donc tous envie de s'engager politiquement, d'une certaine manière, avec ce système participatif. Si vous aviez, si j'ose dire, une recommandation à leur faire, un conseil à leur donner sur la façon de s'engager aujourd'hui, à l'aune de cette carrière politique extraordinaire que vous avez menée et qui continue d'une certaine manière par les conseils que vous prodiguez, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui ? Je dis qu'il faut s'engager le plus possible publiquement, d'être dans les différentes commissions qui existent en fonction de leur thème d'intérêt, de véritablement se rapprocher aussi du Parlement et des élus et de faire savoir au niveau local, au niveau régional, au niveau parisien sur quel thème ils souhaitent être engagés, mais d'être le plus possible, de montrer que l'on est véritablement engagé par l'intérêt général et tout. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de faire des tribunes collectives et qu'il y ait effectivement des affirmations écrites de la part de ces jeunes et sur les différents thèmes que nous avons évoqués ce soir. Eh bien, c'est un appel à l'écriture. Après... Oui, enfin, à l'écriture ou aux réseaux sociaux. Hein. Moi, vous savez, je suis de l'ancien monde, hein, donc je parle de l'écriture. Mais voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jouyet, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes extrêmement enthousiastes de vous avoir écouté. On voit leurs commentaires tout au long du chat. Avant de dispenser tout le monde et de notre présence, je voudrais rappeler à tous les candidats que le programme reprend demain après-midi avec ce souci continu de la ponctualité pour recevoir nos prochains orateurs, d'autant plus que demain après-midi, nous avons la chance de commencer notre après-midi avec des parlementaires du monde entier qui viennent pouvoir partager en anglais leur expérience. Et je voudrais en profiter pour mentionner que l'Institut Open Diplomacy a rassemblé ces parlementaires parmi notre programme qui s'appelle les parlementaires pour la paix, des parlementaires qui viennent d'États extrêmement différents, qui sont engagés à nos côtés pour faire valoir la méthode multilatérale dans les parlements et que les parlements nationaux s'engagent pour la défendre, la renforcer. Et vous aurez l'occasion demain de rencontrer parmi nos parlementaires pour la paix Papé Mbaye, qui est le président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale du Sénégal, Marie-France, qui a été ministre de l'Ontario, qui est également aujourd'hui députée fédérale chargée de la présidence de la commission d'amitié entre la France et le Canada. Vous aurez l'occasion de rencontrer Philippa Whitford, qui est députée de l'Écosse à Westminster. Vous aurez l'occasion de rencontrer Ingjerd Schou, qui a été ministre des Affaires sociales de la Norvège et qui est aujourd'hui vice-président du Storting, le Parlement norvégien, etc., etc., etc. Je ne les mentionne pas tous, je n'en mentionne qu'un dernier, deux derniers, allez. Dima Jamali, qui préside la commission du développement durable du Parlement libanais, et Darren Bergman, qui est le shadow ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Merci à tous de nous suivre. À demain, bonne soirée, reposez-vous bien pour que les discussions continuent. Encore un très grand merci, Monsieur Jouyet. Merci à vous, c'est très intéressant. Demain, c'est bien, mais vous n'avez pas de parlementaire français. Si, elle s'exprime demain soir, en clôture de la journée. Catherine Morin-Desailly, qui est voilà, très bien. De Seine-Maritime. Exactement, je la connais bien, elle est très bien. Elle est passionnée. Voilà. Merci à tous, très bonne soirée. Vous avez de la chance. Merci beaucoup à vous. Merci.